Ok, donc je vais vous présenter d'abord d'où est-ce qu'on vient, donc where do we come from. Et notre histoire avec ING Belgique commence en 2005, où déjà le chef de l'équipe analytique avait déjà une vision sur les composants essentiels qui étaient nécessaires pour démarrer cette approche analytique au sein du département marketing de la banque. Premièrement, on avait la stratégie de l'équipe, je reviens sur ce point directement. Il y a les sponsors, donc c'était essentiellement des gens qui étaient responsables pour la vente d'une gamme de produits chez ING. Il y avait les logiciels, évidemment. Il y avait les analystes, je reviens sur ce point aussi. Et il y avait les données. Dans ce temps, on ne parlait pas nécessairement de big data, ça n'avait pas été inventé. Mais je vous confirme que dans ce temps, on avait déjà à disposition quand même un certain volume de données sur le profil et le comportement du client. En termes de stratégie, la personne en charge de l'équipe avait une bonne vue sur ce qu'elle voulait atteindre et elle voulait avoir ce qu'elle appelait un Proactive Targeting Framework, ce qui disait elle voulait avoir des modèles prédictifs qui pouvaient prédire le comportement humain des clients d'ING, par exemple pour pouvoir prédire leur intérêt dans un certain produit. Elle voulait certainement avoir des modèles qui étaient bien interprétables, donc où tout le monde comprenait pourquoi est-ce qu'on allait contacter un certain client avec un certain message, et ne voulait pas attendre l'action du business pour démarrer toute cette approche. Donc elle voulait être proactive dans son approche en mettant en place une série de modèles qui serviraient en tout cas. Tous ces investissements étaient nécessaires pour aller vers une approche client au lieu d'une approche produit qu'on avait dans le temps chez ING Belgique. Et donc, le but était d'avoir des cibles beaucoup plus petites, beaucoup plus fines, et qui étaient quand même adaptées à la capacité de chaque canal. Donc, avec cette stratégie, elle se réalisait aussi qu'elle avait besoin des profils. Et c'est un slide qui revient très proche à ce que disait le professeur Coussement. Elle avait besoin de personnes avec des compétences analytiques, des compétences IT, genre programmation, des compétences business et des compétences communication. Et si quelque part possible, c'était aussi des gens qui étaient capables de gérer leurs propres projets dans les délais nécessaires. Donc c'était ça la vision en 2006. Avec cette vision, on a continué jusqu'en 2008, où on a eu l'occasion de cristalliser notre approche dans des résultats concrets, où on a comparé en fait les résultats de la créativité, des business selections, donc de l'intuition du business, avec ce qu'on faisait dans le domaine prédictif. Et on voyait clairement qu'on n'a pas voulu remplacer l'intuition, mais on avait quand même prouvé qu'il y avait une valeur ajoutée de ce type d'action dans le sein du département marketing. Voilà. Tout cela a évolué d'une manière organiquement jusqu'à aujourd'hui, où on arrive à des volumes un peu plus impressionnants. Donc en 2009, même si on avait déjà des bons résultats en 2008, en 2009, si vous regardez la courbe bleue, on n'avait que 5% des campagnes ou 5% des contacts commerciaux qui étaient fournis par des modèles prédictifs, lorsque maintenant on arrive à presque 60% des contacts commerciaux qui sont fournis par des modèles. Et donc il y a toujours évidemment une partie qui est libre pour la créativité, pour les idées, pour les nouvelles données et tout ça, qu'on n'essaye pas de remplacer. Ça se stabilise. En termes de volume, on fournit, avec notre approche classique, disons, 600 millions de scores par an sur 2,4 millions de clients. Donc on a une bonne vue sur les intérêts du client. Seulement 4,4 millions de ces 600 millions de scores sont effectivement utilisés dans des contacts commerciaux. Donc on est quand même assez sélectif dans le message. Et la vision s'est réalisée dans le cadre où aujourd'hui, à ING Belgique, il y a beaucoup plus de campagnes uniques, de campagnes commerciales, mais les groupes cibles sont beaucoup plus fins de chaque campagne. Donc le groupe cible diminue en termes de volume. Donc ce qui aujourd'hui représente des campagnes plus pertinentes pour le client, mais aussi
naturellement plus intéressant niveau résultat, niveau rapport pour la banque. Donc, oui. Oui. C'est 2000 personnes par campagne. Oui. Oui. Donc, en effet, on n'a plus. Il y a toujours les grandes campagnes nationales, mais c'est plus du carpet bombing comme on avait en 2005 où on a envoyé l'offre à tout le monde. Donc, en effet, il y a beaucoup de types de campagnes qui sont beaucoup plus ciblées. Oui, en effet. Donc, pour atteindre ceci, on n'avait pas réellement besoin du big data, des changements. Donc, l'intervention de big data s'est passée. Mais par contre, ce que Méric va vous présenter maintenant, c'est comment, quand même, les big data ont rapporté quelque chose de complémentaire à ce qu'on pouvait faire déjà dans cette histoire. Voilà. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et l'accueil. Je me présente, Méric Potier, je travaille en tant que Project Manager chez ING et je suis en charge du projet justement Data Science Lab. Alors, je suis un peu rassuré parce que ce que je vais vous raconter, il y a pas mal de points de similarité avec ce que Koen et Christophe nous ont aussi déjà expliqué, mais c'est un peu plus comment est-ce que nous l'avons fait en pratique à ce moment-là. Si vous avez des questions ou des remarques entre-temps, n'hésitez pas à m'interrompre. J'aime bien un peu d'interactivité aussi. Alors, pour vous expliquer encore une fois donc d'où on vient et où on est à l'heure actuelle. En fait, nous avons commencé le projet Data Science Lab en 2014, début 2014, où on s'est penché au-dessus d'une feuille blanche, on va dire, et on s'est dit, ok, si on veut aller en effet un step plus loin, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Mais en effet, comme Geert l'a déjà expliqué, il y avait déjà toute une série de choses qui étaient en place. Nous avions déjà toute une série de données sur lesquelles on faisait des analyses descriptives et des analyses prédictives. Seulement voilà, ces données, c'était des données structurées et c'était un scope relativement réduit vu qu'on travaillait surtout pour les clients retail à ce moment-là. La vision et la volonté étaient d'aller d'étendre ces bases de données aussi avec des données non structurées, ce qui veut dire qu'il fallait alors aussi trouver la technologie nécessaire et l'approche nécessaire comment gérer ce type de données non structurées. Et la volonté était aussi d'aller travailler pour des clients autres que retail, mais aussi côté business, donc pour les sociétés à ce moment-là. Maintenant, ce qui est important entre justement la partie, je veux dire, Predictive Analytics et la partie Data Science Lab, c'est que la partie Predictive Analytics est vraiment axée sur un mode de production, d'industrialisation. Le but est vraiment de produire ces modèles qui, à une cadence quand même relativement soutenue, puissent produire de l'output, des scores qui vont être utilisés alors dans les campagnes commerciales, etc. Donc on est vraiment dans une approche plutôt production, alors que l'approche Data Science Lab est une toute autre approche, c'est une approche d'exploration. Là, en effet, je rejoins alors ce que aussi nous a été communiqué avant, on ne sait pas forcément toujours où on va aboutir à la fin. Ce qui est important aussi, c'est que donc on travaille vraiment avec des proof of concept. Ce sont en fait des mini-projets à chaque fois où on essaye, on tente l'affaire, on essaye de construire ce modèle, on essaye d'investiguer ces différentes données, on apprend au fur et à mesure et à un certain moment, on se rend compte, est-ce que c'est viable, est-ce qu'on peut en retirer quelque chose ou est-ce qu'à ce moment-là, peut-être ça ne l'est pas et il faut aussi avoir le courage d'arrêter. Clairement axé sur la modélisation, sur l'exploration aussi des outils nécessaires pour pouvoir gérer justement ces différents types de données et aussi une attention particulière à justement comment extraire de l'information, comment extraire des features sur base de différents types de données, entre autres les données non structurées. Maintenant, la différence justement entre un business analyst qui travaille alors plutôt du côté Predictive Analytics et un data scientist qui travaille alors du côté Data Science Lab, il y en a quelques-uns, mais vous verrez qu'il y aura quand même aussi pas mal de similarités entre les différents profils. Tout d'abord, pour un business analyst, on demande clairement une connaissance business, une connaissance du domaine aussi. D'ailleurs, au sein d'ING, il se fait que certains business analysts sont quand même vraiment spécialisés dans un domaine particulier pour bien comprendre le business à la clé. Et ils ont aussi une grande connaissance des données in-house. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a évidemment tout cet aspect statistique. Bon,
Si on veut commencer à créer des modèles prédictifs, il est clair qu'il faut quand même un background soutenu en stats. L'aspect visualisation, nous avons déjà parlé aussi, et d'office déjà depuis des années important, vu qu'il faut quand même pouvoir communiquer l'output de ces analyses vers le top management. Et on travaille donc principalement dans un environnement avec des outils standardisés, on va dire, ici on utilise SAS en l'occurrence. Ça, je viendrai encore après coup sur ce point. En ce qui concerne les data scientists, vous voyez quand même quelques similarités. Donc il y a encore toujours bien une demande de connaissance du domaine, du business en tant que tel, certes moins poussée que du côté business analyst. Côté connaissance data, évidemment, elle doit être là aussi, mais nous sommes également dans l'exploration de types de données, ça c'est important. Ce qui par contre revient très fortement ici, c'est cet aspect visualisation qui est vraiment essentiel, ça c'est intéressant. Ok, je vais continuer, il n'y a pas de problème. Donc l'aspect visualisation qui reste quand même important aussi du côté data scientist, d'autant plus que c'est justement un élément qui est aussi en constante évolution et où il y a énormément de nouveaux outils qui sont mis à disposition et qui valent la peine franchement d'être explorés aussi. Et il y a toute une série de choses maintenant qu'aussi on est en mesure de faire. Il faut pouvoir justement visualiser ça, il faut pouvoir apporter les insights auprès des différents top managers. La partie coding skills est explicitement repris ici, ce qui ne veut pas dire que les business analysts ne doivent pas savoir coder. Ils utilisent SAS, il faut aussi également pouvoir coder en SAS. Mais du côté data scientist, qu'est-ce qu'on voulait dire ici clairement? C'est qu'on demande une certaine flexibilité par rapport à ça et que les gens ne doivent pas avoir peur, ils doivent avoir vraiment la volonté d'apprendre différents langages de codage, qui doivent vraiment pouvoir avoir cet aspect technique, on va dire aussi, dans leur portefeuille de compétences, on va dire. Et puis ensuite, il y a l'aspect statistique qui est là aussi très poussé, qui est aussi un peu plus large. Nous parlons vraiment ici de techniques machine learning et autres. Et donc un bagage statistique et analytique poussé est clairement un prérequis de ce côté-là. Où est-ce qu'alors, dans quel environnement est-ce que ces différentes personnes travaillent justement? Eh bien, comme je l'ai déjà expliqué, nos business analysts, donc côté production, travaillent vraiment avec des outils plutôt standardisés. Nous avons un environnement qui tourne sur SAS et évidemment, il y a Excel, PowerPoint qui sont encore toujours utilisés. Ça a l'air peut-être bête de le dire comme ça, mais c'est quand même aussi essentiel. Ce sont des outils aussi que différents managers maîtrisent mieux à ce moment-là. Du côté Data Science Lab, là par contre, on travaille avec vraiment un écosystème avec différents types de technologies. Nous avons choisi pour en effet travailler avec l'écosystème Hadoop, on en a déjà parlé à ce moment-là. Pour ceux qui ne connaissent pas Hadoop, on peut faire la référence avec MS Office, qui est en gros un type de programme, et là-dedans il y a Word, PowerPoint, Excel. Et bien Hadoop, c'est aussi un écosystème où il y a toute une série d'éléments, de paquets différents, on va dire, que nous utilisons au jour le jour. Mais à côté de ça, je ne vais pas aller à travers toute la liste. Il y a aussi Tableau, par exemple, pour la visualisation. Nous en avons aussi déjà parlé lors de ces présentations. Et en termes de langage pour coder, donc là où il y a SAS qui est principalement utilisé dans l'environnement, on va dire, de production, en exploration, nous regardons surtout à travailler avec R, avec Spark, avec Python. Et donc vous voyez directement différents langages aussi que ces data scientists doivent apprendre et maintenir à ce moment-là. Oui. Alors ça c'est aussi un logiciel de visualisation qu'on a utilisé pour un des use cases sur lesquels nous avons travaillé, qui en fait permet de visualiser des réseaux de manière facile. Alors, le Data Science Lab, en l'occurrence, c'est en train de gagner en importance au sein de l'entreprise et nous commençons quand même à engendrer plusieurs succès d'affilée. Et il y a certains éléments qui font que justement ce Data Science Lab a bien décollé, fonctionne bien au day-to-day. Et un des éléments essentiels et clés dans toute cette affaire est certainement la méthodologie que nous utilisons. Et là, je rejoins parfaitement ce qui a déjà été dit auparavant aussi. Quand on est dans un domaine d'exploration où en fait on fait de la recherche et le développement, il n'est pas toujours clair où on va aboutir à la fin.
on sait, on a un point de départ, on sait plus ou moins dans quelle direction on veut aller, on sait plus ou moins quelles questions on veut parfois poser, mais est-ce qu'on va y arriver? Qu'est-ce qu'on va trouver along the way, comme on dit? Eh bien, c'est pas toujours très clair. Et donc, la méthodologie qu'on suit pour essayer de tacler ce problème-là et d'autres en l'occurrence, c'est la méthodologie Scrum, qui fait partie des méthodologies Agile. Alors, je ne sais pas si c'est connu ici dans la salle, mais globalement, il s'agit, vous voyez ici, qu'on travaille avec des périodes fixes dans le temps, ce qu'on appelle des sprints. Et nous avons choisi de travailler avec des sprints de 2 semaines à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en fait, on va prévoir les tâches et le travail par bloc de 2 semaines. Et après ces 2 semaines, il y a une sorte de démonstration des résultats, une présentation des résultats intermédiaires, évidemment, à ce moment-là, avec différentes personnes autour de la table, dont, entre autres, des personnes, des experts du domaine, des personnes du côté vraiment business, qui sont là pour aussi donner leur feedback, pour dire est-ce que c'est encore toujours relevant ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça va dans une direction attendue, inattendue, est-ce qu'il est intéressant d'aller investiguer plus loin, ou est-ce que justement on se dit, tout compte fait, après déjà quelques recherches, on se dit, à mon avis, il faut mieux arrêter là, arrêtons les frais, et alors il faut à nouveau encore avoir le courage d'arrêter le projet en question. Et donc ceci permet en fait vraiment de tester rapidement et d'apprendre rapidement, et parfois aussi, quand ce n'est pas viable, d'arrêter rapidement un certain projet et de ne pas perdre trop de temps pour pouvoir alors commencer un nouveau. Cette méthodologie ici, bien qu'on parle en exploration, on peut explorer ad vitam aeternam, j'ai envie de dire, on n'a jamais terminé. Cette méthodologie ici permet aussi de créer une certaine cadence, un certain rythme, où aussi on sait qu'après ces 2 semaines, justement, il y a une présentation à donner, il y a des résultats à montrer, et donc il y a quand même une certaine pression sur les épaules des différents data scientists de produire justement un output, ou de produire en tout cas des insights. Et comme vous voyez, il y a différents types de rôles qui reviennent dans cette méthodologie, je ne vais pas les passer tous en revue, je reviendrai encore à un point. Alors, ça pour la méthodologie, vous voyez Product Owner, Scrum Master, tout ça ce sont des termes, mais je reviens encore en détail là-dessus. Un des autres aspects... Pardon. Oui. Yeah, ok. Pour l'équipe multidisciplinaire, juste rapidement, notez aussi qu'il est important ici, notre équipe en tant que telle, qui travaille au sein du Data Science Lab, c'est une équipe, mais il y a des profils tout à fait différents qui travaillent dans cette équipe-là. Il y a des profils IT, il y a des profils avec une connaissance business, et il y a aussi, évidemment, les Data Scientists en tant que tels. Et quand on regarde exactement quel type de compétences est-ce qu'on recherche au sein des différents profils, eh bien, il est clair que du côté IT, nous souhaitons avoir des personnes qui aussi bien savent manager un système, savent gérer un système, ça veut dire faire la maintenance des plateformes, ça veut dire sécuriser les plateformes, monitorer les différentes plateformes, et qui sont en mesure de justement explorer aussi ces différents outils et de pouvoir les déployer. Ce qui est important, que je n'ai pas encore mentionné, c'est que nous travaillons justement dans un environnement exploratif, mais c'est sur une plateforme IT qui est totalement déconnectée du restant de l'infrastructure de la banque. Donc c'est vraiment un environnement isolé dans lequel on peut jouer, on va dire. Puis alors, il y a encore le côté développement IT qui est important aussi. On développe par exemple un data store sur notre plateforme. Et puis côté data scientist, hier tu en as déjà parlé, donc l'expertise domaine est très importante, ainsi que les connaissances mathématiques et aussi les connaissances plutôt technologiques, on va dire. C'est un élément important. Soft skills aussi. Quand ce sont tous des experts qui travaillent ensemble, c'est pas tous les jours facile. Oui. Alors, à l'heure actuelle, nous avons 3 DevOps, donc 3 personnes côté IT. Nous avons 3 data scientists, nous cherchons un 4e. Il y a encore une personne qui fait le lien avec le business qui est là part-time, une partie de son temps, il faut compter 2 jours semaine. Et moi-même qui fait en fait la planification et l'organisation du travail en tant que tel. Et donc c'est ça, Scrum Master, c'est un des rôles dans la méthodologie en question.
En termes de use case, justement, pour revenir, notre premier use case était vraiment axé sur une approche text mining. En fait, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas encore au sein de l'organisation et nous voulions tester, tiens, est-ce que justement on arrive à gérer des données non structurées. Les données non structurées, en l'occurrence, c'était des données free text. En fait, quand il y a un client qui est avec un chargé de relation à la banque dans une agence, le chargé de relation peut introduire des commentaires dans un outil CRM. Et il peut, c'est tout à fait libre, c'est un champ libre, il peut y mettre ce qu'il veut. Nous avons essayé de capter ces datas pour un segment bien précis et nous avons essayé d'extraire justement de l'information et des features qu'on a alors utilisées dans un modèle prédictif que nous avons construit. Seulement, c'était relativement difficile aussi, surtout en Belgique, parce que vous savez, on parle le français, le néerlandais, l'anglais, l'allemand, il y a des mélanges qui se font, etc. Donc c'était quand même un beau challenge pour essayer d'y voir clair. Mais heureusement, il y avait quand même le temps nécessaire pour tester ça et pour essayer de développer cette approche-là. Et avec un goal business clair en tête, c'était justement aussi, ça allait nous aider à construire un modèle prédictif pour aider à prédire quel type de client est-ce qu'on pourrait targeter pour un produit bien spécifique. Un deuxième use case qu'on est en train de terminer à l'heure actuelle est basé sur l'analyse de graphes. C'est donc essayer de construire des réseaux sur base de données transactionnelles pour voir comment est-ce que les différents clients business sont interconnectés les uns avec les autres, quelles sont les supply chains qu'on peut en ressortir. Et c'est toute une série d'use cases pratico-pratiques sur base de ces réseaux qui peuvent émerger à ce moment-là. Et donc ça, clairement, nous avons eu besoin de pas mal, du cluster, ça c'est clair, parce que ça demande énormément de processing power, ainsi que tout le stack Hadoop, où on a utilisé entre autres Spark et GraphX pour essayer de mener à bien ce use case. Et donc celui-là, on est en train de terminer. Il y en a tout plein d'autres dans le pipe, comme vous pouvez l'imaginer. Donc voilà. Ceci, en gros, pour le Data Science Lab. Je repasse la parole à Jonathan pour les remarques de conclusion. Et donc le lien avec les 3 points que Koen, Cohen et Christophe ont mentionnés au début. Organisation, ce qui fonctionne très bien pour l'instant, c'est le fait que dans le lab, il y a du focus. Ils ont le Scrum Agile comme méthodologie, mais le fait qu'eux, ils ne doivent travailler que sur cette initiative fait que ça fait avancer les choses. Bien qu'un business analyst classique, il reçoit pas mal de questions ad hoc où il doit urgemment délivrer une petite analyse pour un senior manager qui en a besoin urgemment. Ici, dans le lab, ils ont le focus et donc ça avance bien. Est-ce qu'il y a des questions qui restent au niveau organisation? Oui. Ce lab ici est pour des buts marketing. D'accord? Donc c'est positionné dans le marketing. Évidemment, HR veut avoir un projet là-dedans, corporate ou les entreprises sont intéressées, IT veut prédire leur outage sur le réseau, Credit Risk veut avoir un projet qui est lié au network. Et donc tout d'un coup, marketing ne peut pas payer le big data pour toute l'entreprise, donc est-ce qu'on doit évoluer vers un Center of Excellence ou est-ce qu'on va créer juste une lab pour chaque département? C'est une question très relevante que nous, on n'a pas encore la réponse dessus. Une deuxième chose qui fonctionne très bien, mais qui a comme conséquence des questions aussi, c'est que c'est un lab environment. Ça fonctionne très bien parce que dans le lab qui n'est pas connecté, tu sais installer n'importe quel open source software. Pour aller à production, et là on vient à la question, c'est beaucoup moins évident. Installer R, pour donner un exemple, en production, ça coûte 50 jours ouvrables d'IT, juste pour faire valider le logiciel. D'autres doivent suivre, donc on n'y est pas encore pour avoir un tel environnement en production. Donc le focus et le lab, ça fonctionne très bien et ça donne de la valeur ajoutée vis-à-vis le monde BI classique, mais il y a des questions qui restent que nous, on ne sait pas encore la réponse dessus.